Vous êtes déjà tombé sur une vidéo de React et vous trouvez ça cool, vous détestez ça. Mais pourquoi tout le monde en fait? Comment est-ce possible qu'autant de gens soient aspirés par ce phénomène? Bah, parce que le React a un pouvoir illimité et vous vous en êtes jamais rendu compte, jusqu'à maintenant. Comme je ne veux laisser personne sur le côté, explicitons d'abord le phénomène avec un peu d'histoire en prime avant de rentrer dans le vif du sujet. Le React, c'est simplement le fait de regarder une vidéo en filmant sa réaction. Il raconte sa vie. C'est Clemson. On réagit à l'annonce de la Zilan pour voir si on l'a fait. Et en réalité, vous pouvez décliner ça à n'importe quoi. L'idée, c'est de documenter publiquement sa réaction à quelque chose que vous montrez en même temps. Et si on pousse le bouchon, ça peut aller plus loin. Vous pouvez tout à fait trouver, sur YouTube, des gens qui réagissent à quelqu'un qui réagit déjà à un contenu. Si je fais le react, la vidéo a fait 4 heures. Avant toute chose, je tiens à préciser que Polymanga est une très bonne convention pour de vrai. Ah bon? Beaucoup s'accordent à dire que le React viendrait des jeux télé japonais des années 70 qui incluaient déjà, justement, des célébrités de l'époque réagissant à des clips vidéo. Progressivement, le format s'étend et évolue, des candidats doivent répondre à des questions sur une photo ou une vidéo qu'ils viennent de regarder. L'un des premiers exemples récents qu'on peut trouver lorsqu'on cherche un peu, c'est celui du jeu du labyrinthe effrayant, ou Scary Maze Game. L'idée de base du jeu est très simple. Vous devez parcourir un labyrinthe grâce au curseur de votre souris, délimité par un bleu fluo absolument délicieux, sans toucher les murs représentés en noir. Si jamais vous touchez le mur, vous avez perdu et vous devez recommencer. Le jeu comporte 4 niveaux à la difficulté croissante. Mais vous vous doutez bien que si je prends le temps de vous en parler, ce n'est pas pour le jeu en lui-même. Car tout l'intérêt de ce jeu extrêmement simple repose sur les réactions qu'il provoque. Et la première preuve qui confirme cette hypothèse, c'est de taper simplement Scary Maze Game sur YouTube. Si les choses sont bien faites, comme je l'espère, la première vidéo sur laquelle vous tombez, c'est une vidéo de présentation du jeu, assez courte, postée le 7 juillet 2007, affublée d'une description particulière. LOL, funny, huh? Will you play? I dare you to try. LOL, marrant, hein? Vas-tu jouer? Je te défie d'essayer. J'ai un accent incroyable. Évidemment, c'est un piège. Le jeu repose sur un seul mécanisme. Vous poussez à vous concentrer sur le curseur de votre souris de plus en plus intensément jusqu'à ce qu'un décompte caché arrive à 0, déclenchant ainsi un screamer, une image horrifique associée à un son beaucoup trop fort qui peut vous traumatiser à vie. Traumatiser carrément? Oui. Parce que même si je n'étais pas filmé à l'époque, je me souviens qu'un proche m'avait gentiment proposé d'y jouer, et si j'arrive à m'en rappeler encore maintenant, c'est bien que ça m'a marqué quelque part. Et je ne suis clairement pas le seul. S'il m'arrive de tomber occasionnellement sur des vidéos de React, et parfois sans me rendre compte que c'en est effectivement, je suis pourtant bien rentré dans cette bulle par le biais d'un ancien youtubeur qui s'appelle... Non, j'ai pas bégayé, il s'appelle littéralement... Mais on va l'appeler Romain dorénavant, ça me paraît plus simple d'utiliser son prénom. C'est fait pour ça après tout. Du coup, j'en ai regardé beaucoup des React, peut-être un peu trop. Mais j'ai bien aimé, parce que ça met en lumière d'autres bulles dont j'ignorais totalement l'existence, comme une petite fenêtre centrée sur des pans d'internet. La première vidéo React sur laquelle je suis tombé en regardant un replay de Romain sur YouTube, un épisode de l'émission Striptease. Striptease, c'est une émission très connue sur YouTube qui a mis en lumière des vrais gens, aussi incroyables que ça puisse paraître, tant les gens qui le suivent sortent totalement de l'ordinaire.
Mais là où l'émission se différencie des autres reportages, c'est qu'elle se contente de montrer, sans jamais formuler le moindre commentaire ou le moindre jugement. La caméra n'est qu'un œil curieux, centré sur le personnage principal. Après, les spectateurs font le reste. Et déjà à l'époque, l'émission avait la réputation de fournir des moments gênants à l'appel. Si bien que j'ai jamais regardé un seul épisode. J'avais du mal à y trouver un intérêt autre que celui de m'infliger volontairement un truc désagréable. Du coup, pourquoi le React fonctionne autant ? En tombant sur Romain, avec sa présence physique représentée à gauche et la présence des autres spectateurs manifestés sur le cadre de droite, c'était différent. Même en replay sur YouTube, sans les avantages du direct. C'est pas vraiment que j'avais l'impression de regarder ça entre potes. Même dans cette perspective, j'aurais encore trop de mal à regarder. En réalité, c'est surtout la plus-value apportée. Les pauses, les moments de discussion, les blagues, qui entrecoupent le visionnage. Quelque part, ça me donnait du grain à moudre. Je me contentais pas de regarder une vidéo désagréable. Je regardais d'autres gens réagir, commenter, discuter, plaisanter. C'est surtout ça qui m'a accroché. Et il y a aussi le côté bouclier. D'une certaine façon, tu peux te cacher derrière la personne qui regarde et t'as moins l'impression de prendre des coups. Et puis, je suis peut-être complètement fou, mais j'ai l'impression qu'en de rares et courtes intonations, la voix de Romain ressemble un peu à celle de Mister MV. Ça, c'est le niveau 0 de l'explication. Pour comprendre davantage les choses, je dois vous raconter une autre histoire avec des morceaux de science à l'intérieur. Le 28 avril, à Kiev en Ukraine, naît un garçon. Il est donc de nationalité italienne. Cet homme s'appelle Giacomo Rizzolatti. Effectivement, difficile de faire plus italien comme nom. Et encore une fois, j'ai un super accent. Ce bon vieux Giaco devient docteur en médecine en 1961, avant de se spécialiser en 1964 en neurologie. Puis il s'oriente au fil des années en physiologie. Maintenant que j'ai terminé de lire sa page Wikipédia, nous pouvons nous attarder sur la découverte fortuite qu'il a faite dans le courant des années 80. En effet, si on éprouvait jusque-là des difficultés à expliquer ces réactions mimétiques qui nous animent, depuis, grâce à sa découverte, on obtient un premier élément de réponse. Au cours d'une expérience réalisée sur des macaques sans aucun rapport avec la découverte, Giaco et ses potes se rendent compte d'un phénomène intéressant. Pour ces macaques, et je ne parle pas des scientifiques, ils ont réalisé qu'un neurone spécifique réagissait lorsque le sujet de l'expérience tendait la main pour attraper une cacahuète ou pour la manger, etc. Mais là où c'est intéressant, c'est que le même neurone réagit exactement de la même façon si le singe voit Giaco ou un de ses potes tendre la main pour attraper une cacahuète ou la manger, etc. Pour confirmer cette affirmation, ils ont utilisé des électrodes afin de mesurer l'activité neuronale des macaques, qui a confirmé concrètement cette hypothèse. C'est la découverte des neurones miroirs. Et cette découverte importante et majeure a fait un grand bruit, puisque Giaco et ses potes ont imaginé qu'ils pourraient, grâce à cette découverte, expliquer le phénomène d'empathie, l'autisme et l'évolution du langage. Sauf que c'était visiblement un peu plus compliqué que ça. Si on peut totalement confirmer la présence de ces neurones miroirs chez le singe, pour ce qui concerne le cerveau humain, c'est une autre affaire. En effet, avec nos gros cerveaux de débiles, en gros, on a plus de neurones que les singes, donc on peut difficilement confirmer la présence réelle des neurones miroirs dans notre cerveau. Il est cependant admis que nous possédons un système miroir dans notre joli cervelet, mais sans le moindre doute nettement plus complexe et vraisemblablement impossible à résumer à un type de neurone spécifique. Alors oui, si le React fonctionne aussi bien et qu'on peut passer des heures à regarder quelqu'un, c'est bien qu'il existe, structurellement, dans notre tête, un complexe système miroir qui nous incite à nous identifier aux émotions de celui qu'on observe. La vraie explication scientifique qui régit ce principe manque encore de matière et de preuves pratiques et théoriques. Et plusieurs études avec des postulats différents tentent d'apporter des éléments de réponse concrets. En gros, le débat reste ouvert. Évidemment qu'il existe aussi ce phénomène facile à comprendre, d'avoir l'impression d'être proche de quelqu'un parce que vous ressentez la même chose que l'individu que vous regardez, ce qui vous donne l'impression que vous vous ressemblez et que vous avez des points communs plus profonds que la seule ressemblance physique.
Et d'ailleurs, ce bon vieux Romain avait déjà bien décrypté ce phénomène, il y a une éternité, c'est-à-dire en 2019. En fait, le truc, c'est que dans ces concepts, tous les vidéastes dans la vidéo ne savent pas exactement ce qui vont se passer. Ils connaissent les règles, ils connaissent le cadre, mais ils ne savent pas exactement eux-mêmes ce qui va leur arriver, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire dans les détails. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, c'est observable, mais... Ok, mais pourquoi? Parce que quand on trouve des concepts qui vont générer de l'imprévu, cet imprévu, il va générer des réactions chez les gens dans la vidéo, et ces réactions vont être représentatives de différentes émotions chez nos protagonistes. Ouais, ça va être la joie, la surprise, le malaise, la peur, enfin ce genre de choses. Donc vous voyez, souvent sur YouTube, on parle de vidéo réaction, et on associe ça à quelqu'un devant un ordinateur qui réagit à des trucs. Mais finalement, en fait, tous les contenus qui marchent réellement, et qui sont souvent en tendance, et qui sont mainstream, sont toujours basés sur de la réaction. Donc tout ça, ça nous montre quand même que tous ces influenceurs, entertainers, mainstream tendance, ils aiment bien montrer finalement les émotions réelles qu'ils ressentent et mettre ça au centre de leur contenu. Mais pourquoi les youtubeurs, finalement, ils se situent un peu entre les deux. C'est pas complètement un ami, mais c'est pas de la fiction. La contagion émotionnelle, si on voit vraiment que c'est vrai ce qui se passe, elle est quand même assez énorme. Et pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Parce que de manière générale, chez tout le monde, du contenu qui va stimuler notre affect marchera toujours mieux que du contenu qui va stimuler notre intellect. Notre attention, elle va toujours privilégier ce qui va nous faire ressentir des émotions fortes. Il y a aussi ce qu'on appelle le processing fluency qui rentre en jeu. Et en gros, ça veut dire qu'on va avoir plus facilement une opinion positive pour quelque chose dont on a une facilité à traiter l'information. Et comme j'ai dit, les générateurs de chaos, c'est juste des concepts simples avec des gens qui passent un bon moment et qui transmettent des émotions fortes. En gros, on est soumis à masse de biais d'attention et de biais émotionnels qui vont complètement influencer notre perception du truc. On va être très naturellement captivé par ce contenu, développer rapidement beaucoup d'engagement et au passage biaiser toute appréciation rationnelle du truc. Voilà. C'est pour ça que le React cartonne et que vous y êtes accroché comme une moule à son rocher. Maintenant, nous allons sortir des neurones et de la neuroscience pour nous intéresser aux émotions, qui sont intrinsèquement liées au succès flamboyant du React. Plus spécifiquement, cette émotion de gêne, de malaise, le fameux cringe des Américains. Vraiment, j'ai un accent incroyable. Au cours de mes recherches, grandement phagocyté par des vendeurs de formation pour apprendre le React comme langage informatique, ça m'a tellement cassé les nouilles. J'en bafouillerais presque. Je suis tombé sur la thèse d'Hélène Maire intitulée « De l'embarras à l'intention portée à soi ». À partir de ce travail titanesque, j'avais évidemment l'obligation de la citer correctement, d'abord par honnêteté intellectuelle, mais aussi et surtout pour éviter un procès éventuel. J'avais aussi, pour vous fournir une réponse plus complète, deux possibilités. Soit je détaillais les centaines de pages de la thèse, ce qui aurait donné un gloubi-boulga indigeste, soit je décidais d'arrêter mon regard sur une partie spécifique, par souci d'accessibilité, en vous faisant confiance pour vous plonger vous-même dans cette lecture si vous souhaitez en savoir davantage. Sans surprise, j'ai opté pour la deuxième solution. Je vais donc passer les premières pages pour m'arrêter sur la première étude menée, contextualisée et rapportée dans cette thèse, puisque ces résultats m'ont particulièrement interpellé dans le cadre du React. Voici l'étude. Quels effets sur autrui produit l'expression de l'embarras ? D'abord, les objectifs et hypothèses de l'étude. En bref, nous souhaitions montrer ici que, suite à un incident, l'expression faciale et posturale de l'embarras conduit un observateur extérieur à petit a, avoir une impression positive de la personne manifestant de l'embarras, petit b, inférer, qui est un synonyme de conclure, donc inférer chez elle certains traits de personnalité spécifiques, caractère prosocial, a, prosocial. Je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez ce qu'est un caractère prosocial. Attention là, ça a été très vite, mais est-ce que vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ou pas ? Qu'est-ce que vous faites Là aussi. Il n'y a pas de chambre. Vous voulez qu'on appelle l'ambulance? Non, faites-moi un câlin, ça ira. Bon, ça c'est juste chelou. Non, ça c'est pas prosocial, ça. Voilà, là, vous voyez là ? Voilà, ça c'est prosocial. En gros, un caractère prosocial, c'est donc aider autrui. Pour faire simple, hein. Petit c, inférer une tendance à l'apaisement. Ensuite, la méthode et le matériel. 4 scénarios ont été mis au point, mettant en scène un personnage commettant une maladresse, incident suscitant de l'embarras.
À côté du scénario était apposée la photographie du personnage, avec l'intégralité du haut du corps représenté, car on sait que l'embarras se manifeste par des expressions faciales et par une gestuelle particulière bien documentée. Afin de comparer les effets des expressions d'embarras sur les jugements des participants avec d'autres expressions émotionnelles, nous avons retenu des personnages exprimant de la joie et de la tristesse, et des personnages dont l'expression émotionnelle était neutre, qui est une condition contrôle. Une condition contrôle, c'est ce qu'on retrouve souvent justement dans les expériences scientifiques, quelle que soit leur nature, afin de pouvoir confirmer la validité des résultats. On a un exemple de l'expérience en annexe 1. Coucou, on se retrouve pour un truc un peu spécial. Mais avant, je vais vous montrer un truc qui me fait beaucoup rire. C'est que dans mon script, comme vous pouvez le voir ici, et c'est marqué roue libre. Ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux. Mais c'est encore plus marrant que ce que vous pensez. Parce que en fait, je suis en fauteuil roulant. Et du coup, roue libre, c'est marrant parce que je suis en fauteuil roulant. Un peu de sérieux, allons-y. Je suis perdu dans tous les trucs que j'ai d'ouvert. Donc, on va se rendre directement en annexe 1 en regardant le sommaire comme les bons élèves que nous sommes. Je ne sais plus lire. Annexe, nous y voilà. L'un des 8 questionnaires utilisés pour l'étude 1. Les 4 scénarios que vous allez lire mettent en scène des situations et une personne, etc. Donc voici l'expérience avec chaque action bien décrite comme il faut. Je vous laisserai mettre pause parce que l'idée c'est pas non plus que ça dure 3h30. Bref, je vais pas m'éterniser non plus parce que c'est pas le but. Mais au moins je vous ai montré correctement à quoi ça ressemblait. Et si jamais, je pense que vous pouvez mettre pause pour détailler. Et de toute façon, tous les liens sont disponibles. Donc je ne sais même pas pourquoi je parle de pause. Il vous suffit de cliquer sur le lien et vous aurez tout le loisir de décortiquer cette merveilleuse thèse et cette merveilleuse expérience qui fait au total... parce que là, c'est une expérience parmi plusieurs, mais la thèse entière fait plus de 400 pages et c'est super. Allez, on y retourne. Et enfin, les conclusions de l'expérience. Les résultats ont montré qu'une expression faciale et posturale d'embarras, comparativement à une expression de tristesse ou neutre, conduit un observateur à se forger une impression globale plus favorable de la personne. Sur quoi se fonde cette impression favorable ? Les résultats ont montré qu'exprimer de l'embarras plutôt que de la tristesse ou aucune émotion semble être associé à un caractère prosocial. En revanche, et contrairement à nos hypothèses, l'expression de l'embarras ne conduit pas à inférer de façon spécifique une volonté de communiquer ou une adhésion aux normes sociales. L'expression de l'embarras, dont la valence est pourtant négative, apparaît comme un signal indiquant à autrui une volonté d'apaisement de la relation, et ce, davantage que les autres expressions, dont celle de joie. L'expression posturale et faciale de l'embarras chez l'être humain mêle, à la manière de certains comportements expressifs observés chez les primates non humains, des signaux de soumission et ou d'affiliation, et s'inscrivent dans une communication émotive destinée à montrer à autrui sa volonté d'apaisement. Bien qu'aversive, sur le plan individuel, cette émotion serait ainsi très utile d'un point de vue collectif. Cette thèse est vachement bien, mais j'ai l'impression que des fois ça manque quand même de virgule. En effet, d'un point de vue psychologique, le REACT nous incite à percevoir les choses sous un jour différent. C'est pas dur de se rendre compte que les gens qui proposent des vidéos réactions choisissent toujours des vidéos d'où exude la joie ou, effectivement, la peur ou le malaise. Que ce soit éditorial, soit conscient ou pas, voir un sourire de réaction à une vidéo joyeuse, un sursaut de peur ou un moment de « oh là là cringe malaise » pousse le spectateur à identifier celui qui réagit comme une bonne personne pour prendre un raccourci. Je ne suis encore jamais tombé sur quelqu'un qui réagit à des vidéos absolument macabres ou profondément remplies d'une haine sincère. Et même dans ce cas, la réaction de celui que vous regardez vous inviterait probablement à l'identifier comme un ami, à moins qu'il s'agisse d'un psychopathe.
Au niveau 0, on a déjà constaté, même si on a survolé la chose en réalité, qu'en regardant une vidéo réaction, on était déjà soumis à différents biais sociaux et cognitifs, gentiment rappelés par Romain. Ensuite, grâce à la neuroscience et du Jaco, on a pu comprendre, en tout cas je l'espère, les réalités physiologiques qui nous incitent à apprécier ce type de contenu et à nous y engager vraiment, grâce à un système neuronal complexe qui nous pousse machinalement à mimer les émotions qu'on reçoit. Plus encore, grâce à Hélène Maire, que je remercie encore chaleureusement même si elle ignore que j'existe, nous avons pu approfondir cette compréhension en nous attardant spécifiquement sur le sentiment de gêne qui engendre des sensations désagréables quand nous le ressentons, mais renvoie une image sympathique à ceux qui sont témoins de notre désarroi frissonnant. Enfin, je tiens à vous inviter au questionnement sur le React, car c'est quelque chose qu'on retrouve partout, sur YouTube et sur Twitch. Et à mon sens, c'est plus qu'un simple format vidéo. C'est presque devenu une sorte de norme, si bien qu'on finit par oublier les vidéos de réaction pour ce qu'elles sont, en y voyant juste une vidéo classique. Au moment où je fabrique cette vidéo, McFly et Carlito viennent de sortir une vidéo avec des morceaux de réaction dedans. C'est cool, car ça appuie mon argument. Mais, vous avez vu un autre exemple de vidéo réaction dans cette vidéo, et je ne suis pas sûr que vous l'ayez perçu comme tel. La vidéo où McFly et Carlito se jettent dans des panneaux, c'est aussi une vidéo React. Sauf que c'est les passants qui réagissent, au lieu de vos créateurs de contenu préférés. Si ça, c'est pas une révélation de zinzin, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Allez, je termine en disant que je ne cherche pas à diaboliser le React, ni à l'enjoliver. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est les histoires qui sont derrière. Ciao!